Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass sur le temps partagé ou comment bénéficier des meilleurs professionnels DRH et DAF sans recruter. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes nombreux à être intéressés par ce sujet et c'est tant mieux. Je suis très content de vous présenter Olivier Chauchet, qui est directeur associé chez 3h18. Bonjour Olivier. Bonjour Marc, très heureux d'être là avec vous tous. Bienvenue, bienvenue. On va t'écouter, tu vas nous présenter tout ça. Ça va être un moment interactif. Vous avez comme d'habitude la possibilité de poser des questions. Évidemment, vous avez deux façons de poser des questions, soit dans le module du chat, et là les questions sont visibles, soit dans le module questions normales. Et là, les questions sont confidentielles et on peut y répondre soit pendant la session, soit éventuellement en se rappelant. Vous aurez accès aux slides, vous aurez accès au replay, vous aurez la possibilité de poser un certain nombre de questions après l'intervention de cette masterclass. Et donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons un petit peu ce qui nous attend pendant cette petite heure. On a 3 quarts d'heure ensemble et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans le sujet concrètement, de façon très opérationnelle, de parcourir ce qui se passe concrètement quand vous faites appel à un DAF, un DRH, un DSI en temps partagé. Quelle est la différence avec le management de transition? Qui sont les clients, qui sont les entreprises qui font appel à 3h18 et d'une manière générale au temps partagé. Quel est le profil des intervenants? Comment se passe une mission? Quel est le mode opératoire? Quel type de contrat? Qu'est-ce que ça coûte? Voilà, et puis on finira par des exemples clients pour que vous puissiez vraiment vous projeter et voir de façon plus précise si ces modalités sont faites pour vous, sont faites pour votre entreprise. Alors, sans plus tarder, Olivier, comment est-ce que tu définirais finalement le temps partagé et puis, par opposition au temps partagé, le management de transition? Alors, je vais peut-être on va commencer par le management de transition parce que c'est peut-être un peu plus connu que le temps partagé. La transition, c'est deux cas de figure. J'ai quelqu'un dans mon entreprise qui disparaît brutalement, une maladie, une démission que j'avais pas anticipée. Il faut que je le remplace assez rapidement, même très rapidement, pour pouvoir continuer l'activité, le temps de trouver quelqu'un ou de réorganiser. Ça, c'est ce qu'on appelle le management relais. C'est 30% des cas de mission de transition. L'autre cas qui est plus fréquent, que j'appelle gestion de projet, c'est lorsqu'il manque un expert ou une expertise dans une équipe pour mener un projet, que je ne l'ai pas en interne et que je vais la chercher à l'extérieur le temps du projet, donc en général de 4 mois à 12 mois. Donc on est plutôt dans le cadre d'entreprises de taille importante avec une présence et une mission à plein temps par le manager de transition. De l'autre côté, on a donc le temps partagé. On est plutôt dans des plus petites structures avec des dirigeants qui font face à des transformations, des transitions, des évolutions de leur structure et qui ont besoin à un moment donné d'une expertise, souvent support d'ailleurs, pour pouvoir à la fois se concentrer sur leur business, leur cœur business qui est développer leur entreprise et avoir quelqu'un de solide pour pouvoir gérer des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément la compétence, mais sujets pour lesquels ils n'imaginent pas embaucher quelqu'un à plein temps. Et donc, un DRH, un DAF, on va en parler tout à l'heure, qui pourrait intervenir dans mon entreprise 2 jours, 3 jours par semaine, ferait largement le job. En plus, ça me permet, on en reparlera, d'ajuster mon coût et la charge de travail. Et donc, de plus en plus d'entreprises font appel à ce nouveau mode d'intervention qu'on appelle donc le temps partagé ou qu'on pourrait appeler d'ailleurs temps partiel. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, quelles sont les typologies d'entreprises qui font appel au temps partagé ou au management de transition? Donc là, on en a cartographié 4. Tu peux peut-être décrire un peu les besoins, rapidement, les besoins propres à chaque style de secteur d'activité? Alors en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, le temps partagé s'adresse à tout type de structure d'entreprise. De la start-up à la filiale d'un grand groupe. Et donc, en passant, on les a un petit peu sériés comme ça. Tout ce qui est société de services. Donc, on a beaucoup de cabinets d'avocats, des sociétés de conseil, des sociétés dans l'IT, etc. Et qui, là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, cherchent vraiment à ce que le dirigeant puisse gagner du temps et une sécurisation sur des sujets parfois un peu complexes, en tout cas de plus en plus complexes, avec des réglementations qui changent souvent, ce qui leur permet d'éviter aussi le recrutement on en reparlera tout à l'heure, d'un salarié en CDI, ce qui a des contraintes, comme vous le savez. Voilà, ça s'adresse aussi à des ETI, qu'elles soient dans le domaine du service ou dans l'industrie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça peut être le départ de quelqu'un, le remplacement, le besoin ponctuel d'une ressource.
les PME, bien évidemment, et puis, je l'ai dit, les filiales de grands groupes. Donc, on voit bien que tout type de structure qui, à un moment donné, a besoin d'une ressource compétente, experte, de façon ponctuelle ou partielle, doit ou peut faire appel, en tout cas, au temps partagé, qui est une très bonne réponse à ce besoin. Et puis, juste pour terminer, nos interlocuteurs, en général, c'est souvent, en fonction de la taille de l'entreprise, soit la direction générale, mais le dirigeant, ou bien le DAF, le DRH, enfin, toute personne, tout dirigeant dans l'entreprise qui peut avoir à un moment donné, besoin d'une ressource complémentaire. C'est vrai que le point commun de toutes ces professions, même si chacune a des processus, des besoins particuliers, le point commun, c'est flexibilité, variabilité, ne pas s'engager dans des dépenses dans un univers et dans une période un petit peu incertaine, et puis profiter de grands professionnels, de gens aguerris, mais une demi-journée, une journée ou 2 jours par semaine. C'est vraiment souvent ça. Ce que reconnaissent en fait les chefs d'entreprise qui font appel au temps partagé. Oui, c'est une approche sur mesure, en fait, réellement. Donc voilà, c'est ce que tu viens de dire, Marc. Pourquoi une entreprise peut faire appel à du temps partagé? C'est ce que tu viens de dire, c'est une très grande souplesse, une très grande flexibilité, puisque le manager le manager ou l'intervenant en temps partagé, eh bien, on peut adapter son temps de présence en fonction de l'actualité de l'entreprise. Je prends un exemple. Je suis une entreprise, je suis en période budgétaire, j'ai besoin d'un renfort financier important à ce moment-là. Eh bien, la présence de mon intervenant va peut-être augmenter, se passera peut-être à 3 jours par semaine à ce moment-là, alors que dans un temps plus calme et moins chahuté, il pourra passer à 1 ou 2 jours par semaine. Donc, on variabilise la présence de l'intervenant en fonction donc du besoin et de l'actualité. Ça permet donc par conséquent de variabiliser aussi la dépense, puisque en fait, dans le temps partagé, on ne paye que ce que l'on consomme. Donc, si mon intervenant passe une journée, il sera payé. S'il est en vacances ou s'il est malade, il ne sera pas payé. Et si j'en ai besoin. Donc, c'est vraiment une variabilisation importante des dépenses. On l'a dit, c'est toujours, pratiquement toujours, dans la gestion d'une transformation. On a besoin de quelqu'un qui vient en renfort parce que je traverse une période où j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à transformer. Où j'ai besoin d'attirer des compétences que je n'ai Alors, c'est ce que pas j'allais à un dire, certain c'est moment. que Ouais. c'est une formule pour les entreprises et notamment pour les PME de pouvoir avoir accès aux très bons professionnels, aux très bons talents qui sont sur le marché, qui ne viendraient pas forcément naturellement dans le cadre d'un CDI. Donc, ça nous permet de proposer des gens super capés, avec des grandes expériences, on va y revenir tout à l'heure sur les profils, qui peuvent et s'intéresser dans ce modèle-là à accompagner des PME. J'ai mis engagement et productivité parce qu'on ne le dit pas et on ne le voit pas forcément, mais un intervenant en temps partagé a un niveau d'engagement qui est souvent supérieur à celui d'un salarié. Pourquoi? Parce que il est dans une situation, on va dire, de précarité, il a des enjeux qui sont souvent importants à mener à terme, et donc son engagement et donc sa productivité et son efficience est souvent supérieure à celle que l'on peut avoir chez un salarié. Voilà. Et puis, dernier point, ce qui est important aussi, c'est que ça permet d'éviter les inconvénients du salariat, qu'ils soient en CDI ou en CDD. Alors, on parle beaucoup de gestion de croissance ou de transformation. On a quand même aussi beaucoup de cas, et peut-être même la majorité d'entreprises qui veulent quelqu'un au long cours, c'est-à-dire qui choisissent d'avoir quelqu'un 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On a quand même énormément de contrats qui sont des contrats de long terme. C'est les mêmes contrats que l'on utilise pour ce type de prestation? Oui. Oui, on a des clients qui ont un DRH, je citerai un client qui a un DRH à temps partagé 2 jours par semaine depuis 20 ans. Donc c'est une entreprise qui a fait le choix d'externaliser sa gestion RH. Ça marche très très bien. La preuve, ça fait 20 ans que ça dure. Alors on y reviendra peut-être à la fin sur la partie contractuelle et financière, mais on peut répondre à la question dès maintenant. La logique, c'est qu'effectivement, on paye au jour consommé, mais on peut, et on le fait de plus en plus, envisager des systèmes de forfait qui sont ajustables mois par mois en fonction de la réalité de la présence de l'intervenant dans l'entreprise. Très bien. Alors, rentrons un peu dans le profil type de l'intervenant, un DAF, un DRH, un DSI, un responsable RH, voilà, quel que soit son poste et son titre, quel est son pédigré? Quel est son profil?
Alors, on travaille principalement qu'avec des gens qui ont 20, 25 ans, voire 30 ans d'expérience dans leur métier. Ce sont des gens qui sont super aguerris, qui ont vu beaucoup de choses, donc il y a une espèce de benchmarking sur leur profession qui est importante, et qui ont décidé à un moment donné de changer de mode de vie et de mode de vie professionnel notamment, en adoptant cette nouvelle façon d'intervenir dans l'entreprise, donc à temps partiel. Ce sont des gens qui très souvent sont soit dans plusieurs entreprises, c'est-à-dire ils vont passer 2 jours dans une entreprise, 3 jours dans une autre par exemple, mais beaucoup aussi ont décidé par exemple de pouvoir avoir du temps pour aller donner des cours d'école de commerce, écrire un livre, faire du coaching, etc. Donc ce sont des gens qui ont décidé d'adapter leur mode de vie en fonction voilà, d'autres centres d'intérêt. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les jeunes, les plus jeunes en tout cas, sont aussi attirés par ce type de modèle qui donne en fait une grande liberté, qui permet aux intervenants d'avoir une forte neutralité, donc une forte liberté vis-à-vis des dirigeants avec lesquels ils travaillent. Il faut savoir que ils ne sont pas soumis à des augmentations annuelles, ils ne sont pas soumis à des promotions en fin d'année. Donc ce sont des gens qui ont une liberté de ton et d'action vis-à-vis du dirigeant qui est extrêmement forte. Et si les dirigeants savent l'utiliser, c'est un atout absolument considérable. Donc ce sont des gens qui ont une maturité, une expérience, qui ont un niveau de compétence exceptionnel, équivalent à celui de quelqu'un qui a 30, 40 ans, enfin 25, 30 ans d'expérience, et qui sont dans une modalité, on va dire, de volonté de transférer leur savoir, de volonté de partager ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise. D'où aussi. C'est vrai que la posture, et puis la posture est, c'est vrai, est très différente. C'est important ce que tu dis, c'est que par rapport à un salarié qui a des enjeux de progression, de promotion, parfois même qui est dans des enjeux de politique interne, là, la posture est très différente. Hein. Voilà, la posture est d'une liberté totale et c'est vrai que c'est un atout dont on se rend pas forcément compte au départ, mais très vite, ce sont des gens qui, parce qu'ils ont cette expérience, parce qu'ils ont ce vécu et cette volonté de transmettre, et cette capacité à avoir une vision sur leur métier, d'apporter, et ça on le dit pas assez, un conseil auprès du dirigeant qui est de très bon niveau. Voilà. Donc des gens autonomes, des gens polyvalents, voilà, il faut le souligner, sont des gens qui ont, excusez-moi, bourlingué pas mal dans leur vie. J'ai souvent eu des cas de figure où on m'a demandé un directeur financier en temps partagé, 3 jours par semaine, pour gérer les opérations courantes. Et puis, il s'avère que l'entreprise était dans le cadre d'une acquisition. Et puis, le dirigeant financier avait lui-même fait évidemment pas mal d'acquisitions dans sa carrière. Et donc, a commencé à apporter aussi son expérience auprès du dirigeant sur voilà comment améliorer les processus, etc. Donc il y a vraiment une forte, un fort apport de ces gens qui sont, voilà, je disais polyvalents, qui sont autonomes, qui sont experts et qui sont en général extrêmement rapidement opérationnels. En général, 24 heures, 48 heures après leur arrivée dans l'entreprise, ils sont capables de prendre en main l'ensemble des sujets à gérer. S'il faut prendre en main le contrôle de gestion, la comptabilité, ou dans une RH, gérer un recrutement, une démission, ou mettre en place, revoir le système de rémunération, etc., ce sont des gens qui savent faire extrêmement rapidement et qui, en plus, je précise, ont un réseau personnel relativement fort, puisqu'ils l'ont développé pendant 30 ans, de consultants, d'avocats, et puis, et on le dit, je le dis maintenant, mais ils bénéficient aussi de tout l'écosystème de notre réseau 3h18. On a quand même à peu près 200, 250 intervenants. Tout type confondu. Et il est clair que lorsqu'un intervenant des RH a un problème, une question sur un sujet particulier, il va s'adresser à notre communauté et il aura forcément la réponse auprès de l'un ou de l'autre, ce qui permet évidemment une efficacité et une réponse rapide à tout type de problème qu'il peut rencontrer dans un environnement qui est parfois un peu différent de celui qu'il a connu. Bon, bah, c'est très clair. Alors, ici, on a une offre de service que tu as synthétisée et qui représente, ben, voilà, qu'est-ce que peut faire un DRH, qu'est-ce que peut faire un responsable recrutement, un RRH. Alors, on va pas tous les développer, tu as raison. Voilà, on va pas évidemment le détailler, mais c'est pour donner une idée quand même de l'ampleur de ce que l'on peut faire. Hein. En fait, c'est pour dire qu'on a accès sur DRH et DAF, mais en réalité, le temps partagé s'applique aussi à d'autres types
d'activités. D'abord, ça peut être des sous-activités. Donc, on a dit DRH, mais ça peut être un RRH, ou ça peut être ce qu'on appelle un TAM, un Traffic Acquisition Manager, quelqu'un qui va en fait gérer les recrutements quand il y a des recrutements importants à faire dans une entreprise ponctuellement. Mais ça peut concerner du marketing digital. On a de plus en plus de demandes d'entreprises, PME en l'occurrence, qui souhaitent se digitaliser, mais qui n'ont pas besoin d'un directeur digital à plein temps. 2 jours, 3 jours par semaine suffisent largement. Pour de la gestion d'événements, la direction de communication, des gestions de crise, etc. Donc voilà. Et puis, ce qui se développe beaucoup aussi, c'est la direction commerciale à temps partagé. Quelqu'un qui puisse recruter, former des commerciaux, mettre en place des process, des suivis, des tableaux de bord, qui puisse éventuellement développer un réseau de distribution, lancer un nouveau produit sur un marché. Voilà. Donc, de plus en plus, ce type de profils sont aussi demandés et trouvent leur place dans le cadre de ces PME qui ont un besoin, mais pas forcément toujours, ni de quoi, ni les moyens de payer quelqu'un à plein temps. Alors j'ai une question qui vient d'apparaître. Est-ce que les missions se font dans les locaux du client ou peuvent se faire à distance? Alors c'est très variable. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend de la mission. C'est comme je dirais comme les recrutements CDI. Il y a des entreprises qui de plus en plus se sont, on va dire, conformées à cette tendance du travail temporaire, enfin voilà, d'une forme d'intervention mixte, on va dire, présentielle et à distance. Donc voilà, donc c'est très le plus souvent en général, c'est cette logique mixte, un jour ou deux par mois, peut-être dans les locaux, et puis le reste du temps à distance. Très bien. Alors, Ah oui, maintenant, reviens juste un tout petit peu, parce qu'effectivement, on parle assez peu, mais il y a toute la partie industrielle qui, pour moi, est aussi importante, et on a des demandes de plus en plus fréquentes sur tout ce qui est direction de production à temps partagé, tout ce qui est achat, logistique, supply chain, voire direction de qualité à temps partagé, sont aussi, dans le monde industriel, des besoins qui se développent. très bien. Donc, DAF, DRH, direction marketing, direction commerciale, direction des achats. Maintenant, concrètement, une entreprise veut contractualiser avec nous. Comment ça va se passer? Quel est le mode opératoire et quelles sont les différentes étapes pour que tout ça se passe de façon harmonieuse? Alors, le premier point qui est essentiel, c'est de bien identifier, de bien comprendre quel est le besoin de l'entreprise. Donc, on va faire une première analyse en profondeur de ce besoin, qui, une fois qu'il aura été clairement identifié, va nous permettre d'aller identifier, qualifier les candidats intervenants qui correspondent à ce besoin. Donc, on est dans une logique très sur mesure de pouvoir mettre en relation un intervenant et son expérience au service du besoin d'une entreprise. Une fois qu'on a identifié, qualifié ces candidats, on va les présenter à l'entreprise. En général, alors c'est assez variable, mais ça peut être entre 1, 2, 3 candidats en fonction de l'urgence, en fonction du profil recherché. Ce sont des candidats, en général, que nous allons aussi identifier dans un premier temps dans notre réseau. On a donc, on l'a dit tout à l'heure, à peu près 250 intervenants. Ça peut nous arriver, si on n'a pas la disponibilité dans notre réseau, d'aller dans nos réseaux, dans nos seconds cercles. Donc en général, ce sont des gens qu'on connaît. Si on les connaît moins bien, on prend des références. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et ce qui permet en fait de nous assurer d'avoir, dans la majorité des cas, voire 100% des cas, un match entre l'intervenant et l'entreprise qui fonctionne. Donc, on présente les candidats, le candidat est choisi. À ce moment-là, on passe à la partie contrat. Donc, c'est un contrat qui est un contrat double, puisqu'on va contractualiser avec l'entreprise sur des éléments, on va dire, souvent relativement simples de comment va se dérouler la mission, combien de temps elle va durer, combien de jours par semaine, à quel prix, on va y revenir après. Et un contrat avec l'intervenant, sur lequel aussi, qui est assez simple, sur lequel on va insister plutôt sur des enjeux de confidentialité, de fidélité, de confiance, etc. Voilà. Donc on a un contexte juridique qui est bordé, qui permet à l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure et on le redira peut-être,
de mettre fin au contrat quand elle le souhaite, de pouvoir éventuellement aussi faire augmenter la présence de l'intervenant ou la réduire en fonction de son actualité. Voilà, donc c'est des contrats très souples, mais qui encadrent bien le sujet et qui font qu'en général, voilà, ça se déroule sans difficulté. Tout est, je vous l'ai dit, les éléments financiers sont clairs et transparents, tout est inscrit dans le contrat. Ensuite, une fois qu'on a contractualisé, démarre la mission. Et là, première étape qui est essentielle, c'est de s'assurer que le cahier des charges de l'entreprise soit bien explicité, soit bien clair et bien compris par l'intervenant. Donc, il y a une phase au démarrage de la mission, de mise à niveau, de compréhension mutuelle de ce qu'on attend de l'intervenant. Ensuite se déroule la mission, qui est suivie par un directeur de mission, qui prend des nouvelles régulièrement de la mission, c'est-à-dire une fois par mois, on fait un point à la fois avec le client et avec l'intervenant, s'assurer que ça se passe bien, que c'est bien ce qui était prévu, que si jamais il y a un grain de sable, eh bien on va nous intervenir pour régler la situation et faire en sorte, ou passer des messages pour faire en sorte que le sujet soit réglé. Donc un suivi qualité qui est essentiel et qui permet en fait le bon déroulement dans la durée de ces missions. Parce qu'on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais ces missions, elles peuvent être ponctuelles, mais elles peuvent être récurrentes. Donc elles peuvent durer un certain temps et il est essentiel à chaque fois qu'on puisse identifier le sujet qui pourrait créer un problème, y compris d'ailleurs un sujet qui peut se produire au bout d'un moment, au bout de 2 ans, 3 ans d'une intervention. L'intervenant peut se dire « j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai fait le tour de la question, etc. » Et donc nous, on s'engage à gérer la transition et mettre quelqu'un d'autre à la place qui soit lui aussi en ligne avec ce que l'entreprise recherche. Voilà. Écoutez, la question là qui me vient à l'esprit, c'est combien de temps entre un moment où un besoin émerge dans une entreprise, te contacte 3h18. Voilà, il faut combien de temps pour présenter un candidat, en général, en moyenne, et pour mettre en œuvre ensuite la solution? En fait, il nous faut 3 à 5 jours pour présenter les candidats. Donc c'est extrêmement rapide. Et ensuite, il nous faut 2 jours, 3 jours maximum de contractualisation. Donc en fait, si on va vite, la totalité du processus peut être bouclée en 1 semaine. Et ça, c'est parce qu'on a un vivier qui est extrêmement important de gens qui travaillent pour nous, qui ont 1, 2, 3 parfois clients. Et donc, voilà, le rôle de la gestion des opérations en coordination avec Olivier, c'est de gérer ce staffing, de gérer la bonne adéquation des profils dans ce vivier, de personnes qu'on connaît, qu'on a déjà pu expérimenter, on peut s'engager sur eux. C'est pour ça que quand on les présente, la mise en œuvre est beaucoup plus sûre qu'un recrutement classique dont on sait qu'il peut être quand même souvent très aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça coûte tout ça, Olivier? Alors, qu'est-ce que ça coûte? D'abord sur le modèle de la facturation, on va aller dans le détail plus sur le prix, mais en fait, on est sur comme vous l'avez compris, on est sur de l'externalisation de compétences, d'accord, de ressources. Donc, qui dit externalisation dit qu'en fait, ce sont des honoraires. Donc, c'est la prestation qui est facturée sous forme d'honoraires, qu'on appelle les TJM, taux journalier moyen, qui correspond donc à un prix par jour travaillé. Je le disais tout à l'heure, on peut éventuellement, de plus en plus d'ailleurs, on évolue vers aussi des formules forfait. On dit voilà, sur un mois donné, il y aura en moyenne tant de jours de travailler, ce qui donnera lieu à une facturation de temps. Et tous les trimestres, on réajuste, ce qui permet aux entreprises, sur le plan de la trésorerie en tout cas, de pouvoir mieux lisser le sujet. Ce TJM, donc ce taux journalier qui a été convenu à l'avance, à la fin du mois, l'intervenant nous fait ce qu'on appelle un compte-rendu d'activité, un CRA, c'est pas très joli, mais c'est un compte-rendu d'activité dans lequel il met 3 choses, il y a 3 choses. Il y a le nombre de jours qui ont été travaillés, il y a les principaux sujets sur lesquels il a travaillé, et il y a, troisièmement, la signature de son responsable qui valide l'ensemble. Donc, 1, c'est une validation, mais 2 aussi, c'est l'occasion pour l'intervenant et son manager de faire un point mensuel sur le mois, et formalisé d'ailleurs sur ce qui s'est passé, les difficultés rencontrées, les sujets prioritaires à gérer pour l'avenir, etc. Donc ça, c'est très important, et ce compte-rendu d'activité nous est envoyé, et à partir de là, on établit la facturation.
Donc voilà, donc c'est un modèle assez simple qui pose aucun problème. Alors on s'est amusé à faire un petit comparatif de combien coûtait un profil, enfin un intervenant en temps partagé versus un salarié en CDI. Alors on l'a synthétisé. Hein, je vous ai pas mis toutes les lignes qui remplissent, qui concernent les charges, les autres charges, etc. Mais globalement, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que un profil qui intervient en temps partagé va coûter en gros 15 à 20% plus cher qu'un profil en salariat en CDI. Alors, vous allez me dire, c'est 15 à 20% plus cher, oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté de ça, il y a tout un tas d'avantages qui sont parfois chiffrables, parfois pas. Mais par exemple, c'est ce qu'on a mis en bas de la slide, on ne paye que les jours travaillés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'intervenant est malade en vacances, on ne le paye pas. Si on réduit son nombre de jours d'intervention dans la semaine, eh bien, on va le payer moins. L'entreprise n'a aucun risque de contentieux, notamment de prud'homme, dans le cas d'un licenciement qui se passerait mal. La prise de fonction est, je l'ai dit tout à l'heure, quasi immédiate. En 24-48 heures, votre intervenant, il est capable de gérer l'ensemble, de manager les équipes, de revoir les sujets essentiels. Donc c'est vraiment, on n'est pas dans les fameux 100 jours habituels dont on parle dans les recrutements classiques. Donc c'est un gain de temps. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la productivité est supérieure parce que ce sont des gens qui sont extrêmement d'abord compétents, expérimentés et très impliqués. L'entreprise n'engage pas de coût de management en interne. Il n'y a pas de coût autre. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est de la prestation, donc c'est des honoraires. Le budget est fixé et il est maîtrisé. Et la mission peut s'arrêter quand vous le souhaitez. Très simplement avec un simple courrier pour dire on met fin à la mission. Voilà. Donc globalement, c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui le temps partagé commence à connaître un vrai succès. C'est que au vu des avantages que représente cette formule par rapport à son surcoût, les entreprises hésitent de moins en moins. Et d'ailleurs, si on de façon peut-être un peu subjective, mais si on compare un salarié versus un intervenant en temps partagé, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, si elle recrute, elle va recruter quelqu'un qui est peut-être plus junior, qu'il va falloir former, qui va peut-être faire des erreurs et qui va peut-être partir. L'intervenant en management de transition, on n'est pas dans cette logique-là. C'est quelqu'un qui est, encore une fois, immédiatement opérationnel, qui est capable de régler les sujets rapidement, de sécuriser certains sujets aussi. Donc voilà. Donc, en gros, je dirais, il n'y a pas photo. D'autant qu'on a une expertise qui vient dans l'entreprise qu'on a du mal à attirer, souvent qu'on a du mal à stabiliser. Là, ce sont des gens qui s'inscrivent sur un temps long. C'est pas des gens qui vont vous demander demain de repasser en CDI. C'est pas des gens qui vont vous demander de devenir chef. C'est pas des gens qui vont vous demander l'épaisseur du carnet de tickets restaurant ou de la carte ticket restaurant. Voilà, c'est un autre mindset, c'est une autre posture, c'est une autre façon d'être entouré par des professionnels. Et encore une fois, les contrats peuvent se dénouer rapidement. Donc, pour les chefs d'entreprise qui sont soucieux de ne pas s'engager et d'engager des coûts fixes qui sur le long terme, eh bien, ça convient évidemment très, très bien. Alors, si on rentre sur des exemples de missions pour comprendre quel type de rôle et quel type de profil, en fait, on est capable de faire intervenir. Tu peux nous donner un petit peu un rapide descriptif des problématiques, surtout ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que se disait le chef d'entreprise avant de faire appel à un DAF en temps partagé, là, dans le contexte de la start-up, par exemple. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas recruté? Alors voilà, je vous ai pris quelques exemples un petit peu variés, que ce soit en termes de secteur, de taille d'entreprise et d'intervention. Donc le premier, effectivement, c'est une start-up spécialisée dans la mobilité urbaine, une vingtaine de personnes. Le dirigeant, à un moment donné, a une contrainte parce qu'il a deux actionnaires qui sont BPI et la RATP, qui lui demandent d'avoir une finance hyper structurée et des reporting qui soient bien foutus, pardon. Et donc, le dirigeant se dit, moi, j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément la compétence. Mon intérêt à moi, c'est plutôt d'aller développer commercialement ma structure. Et donc, il a fait appel à un intervenant en temps partagé
pour justement répondre à ces problématiques, donc structurer la finance qui n'était pas, mettre en place de la compta, du contrôle de gestion, gérer la trésorerie, etc., créer tout ce reporting donc à destination de l'actionnaire, pardon, coordonner l'expert comptable, etc. Et puis, in fine, il s'est retrouvé à gérer et mettre en place un processus de levée de fonds. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'avait pas une légitimité à intervenir, être recruté à plein temps, mais qui était là à la fois sur la mission on va dire de la gestion de projet et en même temps de l'accompagnement quotidien sur tous les sujets finances. Un autre, et donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Il a terminé, il a quitté lorsqu'il avait, les fonds étaient levés. Il a quitté l'entreprise. Le deuxième cas, c'est un contrôle de gestion. Contrôle de gestion, là, c'est une mission qui est actuellement en cours. Une société qui est en grande difficulté financière. Un DG qui vient d'arriver, qui vient d'être nommé pour redresser tout ça. Il s'aperçoit en arrivant que le contrôle de gestion est totalement inexistant. Et il ne peut pas, en fait, aujourd'hui, piloter son entreprise avec différentes BU, différents on va dire, reporting à droite à gauche fait avec des outils différents, une fiabilisation des chiffres qui n'est pas réalisée. Donc, il a absolument besoin de quelqu'un qui puisse lui structurer tout ça de façon assez rapide pour qu'il ait les bons outils de pilotage et de décision pour présenter ensuite au board les axes de remise sur les rails de l'entreprise. Voilà. Autre exemple. Voilà, on est plutôt sur la partie RH. Donc un RH en temps partagé, ça c'est assez classique. Là, on est sur un site de production d'un grand groupe industriel agroalimentaire américain, 400 personnes à Compiègne. Nouveau DRH qui vient d'arriver. Il a besoin de support parce qu'en fait, il est un peu largué et il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sujets qui sont en souffrance. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui intervienne une journée ou 2 journées par semaine pour l'aider sur les sujets, on va dire, assez classiques, assez traditionnels de la RH, les recrutements, la formation, les IRP, les gestions d'IRP, QVT, et puis les préventions de risques psychosociaux, sujets, y compris RSE d'ailleurs maintenant, qui deviennent de plus en plus importants et pour lesquels souvent on a besoin d'un apport ou d'un appui ponctuel. Le cas suivant, c'est une société de conseil dans l'IT qui fait notamment des conseils autour du e-commerce. 170 personnes qui sont en France, en Tunisie et ailleurs, et ils ont un énorme problème, c'est qu'ils ont un potentiel de croissance extraordinaire, mais ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas suffisamment de ressources, ils n'arrivent pas à avoir les bonnes ressources, ils n'arrivent pas à les fidéliser, et donc ils se disent, on a besoin de quelqu'un en RH qui puisse nous aider à recruter les bonnes personnes, à les former, et puis surtout à les fidéliser. Donc ça veut dire derrière des projets assez clairs, clairement identifiés de tout ce qui était mis en place de la gestion des carrières et tout ce qui était aussi mis en place d'une politique de rémunération qui soit adaptée et satisfaisante pour les consultants. Voilà, donc il a travaillé pendant une année sur le sujet avec des résultats probants puisqu'aujourd'hui l'entreprise a, on va dire, renforcé, stabilisé ses équipes qui lui permettent aujourd'hui de faire face à sa croissance, de répondre à sa croissance. Autre exemple, là on est dans une entreprise de 50 personnes qui est dans l'industrie aéronautique. La personne qui s'occupait des RH, là c'était un assistant, enfin qui faisait pas mal de choses, mais qui s'occupait entre autres de la RH. Et donc il s'en va en retraite et le dirigeant se dit mais finalement mais j'ai quoi comme RH, quel est l'état des lieux? Il n'en sait rien. Et donc on lui propose dans un premier temps de faire un diagnostic RH. Ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, que nos intervenants font d'ailleurs régulièrement. Un audit, ça prend 2 jours pour voir un petit peu quel est l'état de la situation. Le résultat, c'est qu'en fait, il n'y a pas de DRH, il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de mis en place, il y a quelques bribes qui existent, mais sans plus. Et donc, ce DRH qui a fait le plan d'action met en place son plan d'action. Et donc, en fait, a véritablement créé une DRH, qui n'existait donc pas, avec un gros sujet qui était une mise en conformité réglementaire, juridique et financière qui n'était pas au point, qui était donc en fait un risque pour l'entreprise, un risque important. Et puis, à côté de ça, tout ce qui était apport des bonnes pratiques RH, que ce soit dans l'administration du personnel, que ce soit dans la gestion des IRP, que ce soit dans les recrutements, etc. Enfin, voilà, tous les sujets, on va dire, RH.
et avec ce rôle que j'évoquais tout à l'heure aussi, qui est important, de conseiller la DG dans les meilleurs choix, les meilleures options à prendre dans la gestion du personnel. Dernier exemple, je reviens sur la direction financière. Là, on est dans une fondation culturelle en France, 60 personnes, qui s'est créée donc from scratch et qui tout d'un coup se dit on a vraiment besoin de professionnaliser notre finance. C'est un peu le bazar. Et donc, ils ont pris quelqu'un qui intervenait 3 jours par semaine pour créer, mettre en place, structurer la compta, le contrôle de gestion, piloter, suivre les budgets, voilà. Assister les opérationnels, ça c'est très important, c'est qu'on a, que ce soit dans les DAF ou les DRH, des opérationnels qui ne savent pas toujours comment faire et donc ils ont besoin d'un référent en interne. Et ça, nos intervenants jouent ce rôle de référent. Et troisièmement, il est aussi intervenu dans la mise en œuvre du nouveau système d'information finance qui était en l'occurrence Sage 100. Pour conclure sur ces différents exemples de missions, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a un tronc commun de sujets sur lesquels on est consulté. En général, c'est souvent parce que les entreprises réalisent qu'elles ont une fonction qui a besoin de processus, qui a besoin d'être structurée, qui a besoin d'être professionnalisée. Et en ce sens, c'est vrai que nos intervenants, dans le temps qui leur est imparti, vont progressivement, mais assez rapidement quand même, justement professionnaliser ces différentes fonctions, les sécuriser et en fait donner de l'air à l'entreprise et au chef d'entreprise. Voilà. C'est super clair. J'ai une question qui est intéressante. C'est est-ce qu'il arrive qu'on nous demande des DAF qui ont des compétences RH, alors ou des DRH qui ont des compétences en administrative gestion. Ça pourrait s'appeler un secrétaire général, ça pourrait s'appeler voilà un directeur des opérations qui est aussi un DAF. Voilà comment tu voudrais répondre à cette question? Oui, ça nous arrive. D'abord, on a des profils. Moi, j'ai plusieurs profils qui ont été DAF au départ dans une entreprise et puis qui ont évolué dans des grands groupes vers la DRH ou inversement. Donc, des gens qui maîtrisent bien les deux sujets. Alors, ils ont une dominante qui sera DAF ou DRH, mais globalement, ils ont une compétence sur ces deux sujets. Et donc, oui, très souvent, on nous demande des profils qui soient bi et on y répond très facilement. L'autre cas de figure, c'est ce que tu disais, ça peut être et là, par exemple, pour des cabinets d'avocats, ça nous arrive fréquemment, des secrétaires généraux, donc des gens qui sont capables à la fois de gérer la finance, de gérer les RH, de gérer la location des bureaux, enfin une approche, on va dire, polyvalente et globale de l'entreprise. Donc oui, absolument. Et alors, j'ai une autre question qui est intéressante, c'est comment peut-on savoir si on a besoin d'un RRH ou d'un DRH? Alors, en fait, la différence entre le R et le D, elle est subjective. C'est-à-dire que souvent une entreprise va préférer un RRH parce que voilà, c'est peut-être plus adapté à son besoin et à sa taille. Un grand groupe préférera un DRH. Les intervenants préfèrent qu'on les appelle DRH que RRH. Mais au final, en fait, ce qui va faire la différence, c'est le contenu de la mission. Et au-delà de ça, est-ce que le titre a vraiment beaucoup d'importance? Pas forcément. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne ressource, le bon intervenant qui a les compétences requises pour gérer ce dont l'entreprise a besoin. Voilà. Moi, j'attache assez peu d'importance en fait à la différence entre le R et le D. Alors oui, on peut considérer que derrière, il y a aussi une logique de prix qui est pas tout à fait la même et qu'un R sera peut-être moins bien payé ou plus abordable qu'un D. Bon. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est assez subjectif. Oui. De la même façon, on peut considérer qu'un DAF ou un DRH, en général, quelqu'un qui manage des équipes, des équipes admin, finance, comptable, des équipes recrutement, formation pour le DRH, là où un RRH ou un RAF, et a fortiori un contrôleur de gestion, est plutôt un expert métier. Mais je suis assez d'accord. Voilà, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le besoin du client et ensuite on lui trouve le bon profil dans son budget. Et c'est là où on peut effectivement trouver des variations. On arrive à la fin de notre masterclass. On est dans les temps. Je voulais vous remercier tous et vous donner 2 mots sur notre société. On existe depuis 4 ans.
La société a été créée en mars 2019. Voilà, le concept de l'externalisation des fonctions support et des fonctions opérationnelles est vraiment au cœur de notre projet. Alors, on a commencé par l'externalisation des fonctions d'assistanat, d'office manager, d'ADV et d'assistanat RH, même à forte valeur ajoutée, hein. Et puis progressivement, l'entreprise s'est dotée d'un vivier et de consultants et de DAF, de DRH, de managers qui sont venus renforcer les équipes. Et on a aujourd'hui vraiment deux grands pôles, un pôle fonction support premier niveau et puis un pôle de managers et de dirigeants, comme Olivier vient de le présenter. Et globalement, voilà, on actionne deux leviers, trois, on peut dire. Le premier, c'est le bon professionnel au bon moment, dans le bon format, de façon très flexible, comme on l'a expliqué tout à l'heure, chez vous ou à distance, sans avoir à recruter. Le deuxième levier, c'est qu'on apporte et on embarque dans la prestation beaucoup de bonnes pratiques parce que ce sont des professionnels qui ont déjà fait, si c'est un DRH, tout ce que vous allez lui demander dans d'autres situations. Donc, il y a une méthode, il y a vraiment des bonnes pratiques qui sont embarquées dans notre prestation et qui font que on impacte rapidement les résultats de la société. Et puis, on a tout un écosystème de partenaires digitaux, que ce soit des portails, des SIRH pour les DRH, que ce soit des SI de gestion pour les DAF, pour le pilotage de la trésorerie, etc. Et tout cet écosystème, à la fois d'experts comptables et d'éditeurs, vient faciliter le travail d'automatisation et de digitalisation des DAF et des DRH, puisque c'est quand même un sujet finalement qui est assez souvent dans leur feuille de route. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Vous aurez tous accès au replay via un lien que vous allez recevoir très rapidement. Vous pouvez rentrer en contact, pour ceux qui ne le connaissent pas, directement avec Olivier ou avec moi-même. Voilà nos coordonnées. Vous pouvez avoir accès aux slides si vous le souhaitez. En tous les cas, un grand merci pour votre participation, pour vos questions. Et puis, nous vous disons à très bientôt pour une prochaine masterclass 3h18. À bientôt, Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. Bonne journée, au revoir.